Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Isère Mag, un numéro qui va vous faire voyager et saliver tout en apportant la petite touche culturelle qui va bien. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le sommaire et je vous donne rendez-vous tout de suite après avec mon invité Jean-Claude Perrin. Au sommaire d'Isère Mag, chaque hiver, les avions déversent leur lot de touristes sur le tarmac de l'aéroport Grenoble-Alpes-Isère avant de rejoindre les stations de ski. Propriété du département, il est géré par une filiale du groupe Vinci. Ni festival ni biennale, le rendez-vous paysage est devenu un incontournable dans la saison culturelle depuis 2016. La saison 3 consacrée au printemps vient d'être lancée à Voiron, un événement festif et populaire haut en couleurs. Et puis il est le seul champignoniste en Isère, rencontre avec François Bernier, près de Bourgoin-Jallieu, un amoureux du terroir et des bons produits qui cultive dans ses serres, pleurotes, shiitake et champignons de Paris. Alors voiture solo ou partagée, bus, tram, train ou même avion pour la majeure partie des gens, l'important n'est pas tant le choix du mode de transport que la facilité à se déplacer en temps et en heure à l'endroit souhaité. Une liberté individuelle qui conditionne aussi l'avenir et l'attractivité du territoire. Jean-Claude Perrin, bonjour. Bonjour. Les transports, ça vous connaît, puisque vous êtes le vice-président en charge de ce secteur ainsi que du secteur de la mobilité. Alors les enjeux de déplacement sont énormes, avec un territoire aussi vaste et varié que le nôtre, et donc les solutions sont multiples pour répondre aux besoins des usagers. Absolument. On parle beaucoup de certains points, comme celui dont on va parler, qui est la 480, mais ce n'est pas le seul objet de notre activité. Nous avons d'une part un réseau de transport, donc qui est le réseau Transisère, qui est important, mais nous nous intéressons également avec Transaltitude pour l'hiver, pour emmener les passagers donc, aux stations de ski. Mais nous avons également quelque chose qui est très important, c'est tout un secteur sur les mobilités alternatives, sur les nouvelles mobilités, appelons-les comme on veut. Nous avons des expérimentations de covoiturage, des expérimentations d'autostop organisés. Nous travaillons aussi, bien entendu, dans le subventionnement des pôles d'échange multimodaux, des parkings de covoiturage. Enfin, nous avons de nombreuses activités en termes de nouvelles mobilités, car évidemment, la solution dans les déplacements, ce n'est pas une solution monomodale, mais c'est une solution multimodale. Alors à Grenoble, mais aussi autour des grandes agglomérations du département, on le sait, les accès sont difficiles. La capitale de l'Isère est d'ailleurs parmi les 10 villes les plus embouteillées de France. Alors pour pallier ces difficultés, justement, vous lancez un grand chantier d'aménagement de l'A480 et de l'échangeur du Rondeau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif de ce chantier ? Alors, je commencerai en vous disant que Grenoble, la cuvette grenobloise, il faut bien l'appeler par son nom, souffre de l'absence de grands projets d'infrastructure depuis 20 ans. Rien n'a été fait en termes d'infrastructures routières et ferroviaires pour améliorer l'accessibilité, voire le passage par la cuvette grenobloise. Donc nous avons obtenu que soit inscrit au plan national autoroutier donc l'A480, c'est-à-dire le passage à 2 fois 3 voies, parce qu'on parle là d'une infrastructure qui a 50 ans d'âge, un demi-siècle. Elle était vieillissante avec des enrobés qui n'étaient pas en très bon état, des accès-sorties qui ne sont pas très faciles. Vous avez aussi les eaux usées qui sont rejetées sans protection au niveau du drac. Enfin, tout est à refaire en réalité. Et ce que nous proposons avec cette autoroute, c'est bien entendu de pouvoir améliorer la fluidité, autoroute urbaine, cela s'entend, améliorer la fluidité tout en ayant une préoccupation environnementale forte. C'est-à-dire que non seulement notre objectif est économique, mais il est environnemental. On a une autoroute qui va avoir des murs de protection, aujourd'hui il y a 900 mètres de protection phonique, il y en aura 6 km. On va filtrer les eaux qui vont se jeter dans le drac. On va faire en sorte d'avoir des enrobés écologiques, puisqu'on va réutiliser des matériaux pour ce faire. Enfin, il y aura moins de bruit, moins de pollution, plus de fluidité, diminution des temps de parcours. Évidemment, on pollue plus dans un bouchon que quand on peut rouler, d'autant que la vitesse sera limitée sur la partie centrale à 70 km/h. Là, je crois que vraiment, on a une autoroute urbaine du XXIe siècle
contrairement à ce que peuvent penser et dire certains. Oui, justement, c'est un chantier colossal, hein, plus de 450 millions d'euros qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Les détracteurs disent qu'au contraire, ça va augmenter le trafic. Ce à quoi vous répondez que non. Eh ben, je réponds que non, comme je vais le faire, puisque, comme je l'ai déjà fait, mais ça n'augmente pas le trafic pour des raisons extrêmement simples, c'est qu'au nord et au sud, on garde ce que l'on peut appeler un verrou à 2 fois 2 voies. C'est-à-dire qu'au nord de Saint-Égrève, on sera à 2 fois 2 voies, au sud du Rhodo, on sera à 2 fois 2 voies. Donc on n'aura pas un aspirateur à voiture, comme disent les détracteurs, on aura tout simplement les mêmes flux, mais qui seront plus fluides. Et c'est l'objectif évident de cette nouvelle autoroute. Alors les travaux ont commencé il y a quelques semaines, ils sont censés se terminer quand ? 2023 pour la partie autoroute A480 et probablement 2024 pour la partie échangeur du Rhodo, puisqu'on a en réalité 2 portions. Même si les travaux se font concomitamment, avec un peu de décalage par rapport à l'échangeur du Rhodo. Sur la 480, les travaux sont déjà commencés. 300 millions, la 480 est payée par l'AREA, 83 millions payés donc pour l'échangeur du Rhodo, avec donc 18 millions à la charge du département, mais aussi la métropole, mais aussi l'État. Voilà. Alors on vient d'évoquer la voie terrestre. Ah, et la région aussi. Oui, c'est vrai que tout le monde s'est mis autour de la table. Tout le monde s'est mis autour de la table. C'est un projet qui est consensuel, qui a été mené avec des très très grands travaux préparatoires en termes de conception, en termes d'environnement, de façon à respecter tout ce que je viens de vous exposer. C'est un projet consensuel au plan des collectivités. Donc comme je le disais, on vient donc d'évoquer la voie terrestre, mais le département gère aussi une partie des déplacements aériens avec l'aéroport Grenoble-Alpes-Isère. Alors notre journaliste Lina Badreddine est allée poser sa caméra sur le tarmac pour nous expliquer un petit peu son fonctionnement et son importance pour le territoire. On regarde bien sûr son reportage et on en discute tout de suite après. Un aéroport à taille humaine. Inauguré en 1968, l'aéroport international de Grenoble-Alpes-Isère accueillait en 2018 plus de 350 000 passagers, chiffre qui n'avait pas été vu depuis 2010. Ici, l'activité est plus dense les week-ends avec entre 40 et 50 vols le samedi et une trentaine le dimanche. L'aéroport Grenoble-Alpes-Isère cette année dessert 19 destinations, donc une dizaine de vols réguliers sur la semaine et les week-ends. Notamment on couvre une grande partie de l'Angleterre avec plusieurs destinations dont Londres bien sûr, avec Dublin également, Manchester, Liverpool, Bristol et d'autres destinations dont sur notamment le Stockholm, Varsovie et Rotterdam. Mais aussi Newcastle ou encore Édimbourg. En ce qui concerne les destinations saisonnières, l'aéroport dessert par exemple Moscou, Tel Aviv et Copenhague. De plus, on a une vingtaine de tour opérateurs qui desservent en tout sur l'ensemble entre nos destinations régulières et sur les charters. On a 25 destinations sur l'aéroport de Grenoble. L'aéroport de Grenoble-Alpes-Isère contient 2 terminaux, un commercial et un affaires qui reçoit des vols privés business et également des vols hospitaliers. 1300 vols d'affaires étaient recensés en 2018. Côté touristique, de nombreux passagers utilisent cet aéroport pour profiter des stations de ski. C'est un aéroport qui a une gare routière qui dessert toutes les stations iséroises en bus. Donc c'est assez rapide pour arriver sur les pistes de ski. Les passagers atterrissent et vont directement au ski. Les retombées touristiques drainées par l'aéroport pour l'Isère s'évaluent à 150 millions d'euros par an. Depuis 2001, l'aéroport international de Grenoble-Alpes-Isère appartient au département, mais il est géré par une filiale de Vinci depuis 2004. Alors Jean-Claude Perrin, pourquoi avoir décidé de finalement confier la gestion de cet aéroport à une filiale du groupe Vinci ? J'ai tendance à vous répondre à chacun son métier. Parce que nous, on ne sait pas gérer un aéroport. Le département, les élus, les services ne pourraient pas gérer. Ils pourraient le faire. On pourrait le faire en régie. Simplement, il faut s'adresser à des professionnels. C'est un vrai métier, gérer un aéroport. Donc nous avons fait une délégation de service public qui est ancienne. Déjà en 2004, nous avons une première délégation de service public. Nous l'avons renouvelée en 2008 avec la CAJ, donc une filiale de Vinci. Et puis donc, nous leur confions la gestion sous notre contrôle. En quoi est-ce qu'il est important, cet aéroport pour l'Isère ? Pour nous, il est très important. C'est une porte ouverte sur l'international. Alors une porte
aujourd'hui qui prédomine sur l'entrée, et nous voulons le développer en faisant une porte de sortie. Ça, c'est déjà une chose que je voudrais dire en préalable. Porte ouverte pour l'économie, porte ouverte sur le tourisme. Vous savez, là aussi, quand on fait un projet, on a des détracteurs. Il faut se rendre compte que cet aéroport, lorsque nous l'avons pris en main en 2015, était effectivement en train de décliner en termes de nombre de passagers. Bon, depuis, nous sommes en augmentation constante. Nous sommes à plus de 350 000 passagers sur l'année 2018, grâce aux lignes que nous avons à l'international, essentiellement d'ailleurs une clientèle anglo-saxonne, hein, il faut le dire, ce qui peut poser un sujet de réflexion avec le Brexit ou pas d'ailleurs. Enfin, en tout cas, tout le monde réfléchit là-dessus, notamment Vinci. C'était juste pour le signaler. Mais pour autant, cela génère une activité économique et touristique forte. Quelques chiffres. 150 millions d'argent dépensés par an par les touristes dans nos stations. 150 millions d'euros. C'est une somme. 80 emplois générés sur la zone aéroportuaire, sur l'aéroport lui-même, avec 400 emplois saisonniers. Parce que bien entendu, nous avons une activité prédominante l'hiver, puisqu'on parle essentiellement d'un tourisme hivernal, même si nous faisons tout pour développer un tourisme sur les 4 saisons. Nous avons également 1 million de chiffres d'affaires générés pour les entreprises de maintenance. Nous avons 200 emplois temps plein générés par tout ce qu'il y a autour, et notamment tout ce qui se passe sur le périmètre de Bièvre-Isère Communauté ou sur le périmètre de l'aéroport. C'est bien, non ? C'est plutôt pas mal, oui. C'est plutôt pas mal. Et nous en sommes fiers, et en réalité, et nous continuerons à faire en sorte de développer cet aéroport, quels que soient les événements qui puissent ou les oppositions qu'on puisse avoir. C'est vraiment un facteur important, je le redis parce que c'est important, d'activité économique pour le département et d'activité d'emploi. Alors justement, vous avez pas mal investi pour moderniser le site. Est-ce qu'il y a d'autres projets éventuellement qui seraient dans les tuyaux pour cet aéroport ? Alors actuellement, outre l'amélioration constante que nous faisons, il y a 2 ans, nous avons inauguré un terminal affaires digne de ce nom, 1300 vols d'affaires par an quand même, hein, qui nous permettent d'avoir des hommes d'affaires qui viennent ou des gens qui ont quelques moyens et qui viennent en avion privé dans nos stations et qui dépensent énormément d'argent, y compris sur le site de l'aéroport d'ailleurs, dans les intervalles, hein, il faut le dire. Nous avons aussi actuellement le projet qui est sur le feu, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le déplacement de l'École nationale de l'aviation civile. Il était question à un moment de la garder, de ne pas la garder, puisque l'État voulait diminuer le nombre d'écoles de ce type-là sur l'ensemble de la France. Nous avons gardé. Donc, ils ont trouvé que nous étions un site intéressant. Donc, nous les déplaçons sur la partie sud avec des locaux modernes, des locaux d'hébergement modernes, des locaux d'enseignement adaptés et plus proches de l'épicentre. Ça, c'est le grand projet du moment, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis, en constante, l'amélioration de l'accueil des passagers, la redéfinition des formalités de douane, mais ça dépend des douanes, mais on fait ça avec eux. Enfin, nous travaillons constamment pour améliorer le service que nous rendons. On aura sans doute encore l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, Jean-Claude Perrin, de nous avoir donné toutes ces informations et puis pour tous ces éclairages en matière de transport. Et si vous souhaitez bien sûr en savoir plus sur ces grands dossiers, vous pouvez toujours jeter un œil sur le magazine Isère Mag ou alors sur le site du département www.isère.fr. Et si vous partiez à la découverte des plus beaux paysages de notre territoire, comme si vous ne les aviez jamais vus. Ni festival, ni biennale, le rendez-vous paysage est devenu un incontournable de la saison culturelle depuis 2016. Après l'automne et l'hiver, la saison 3 est désormais lancée, 3 mois durant, de l'équinoxe de printemps au solstice d'été. Des comédiens, des danseurs, mais aussi des bergers ou encore des penseurs vont faire monter la sève un peu partout en Isère, et c'est à Voiron que les festivités ont été lancées. Retour sur une soirée haute en couleurs avec Mathias Araez. Après l'automne et l'hiver, Paysage ouvre grand les bras au printemps. Cette 3e saison qui s'annonce déjà fleurie, le département de l'Isère compte s'en inspirer pour multiplier les événements partout sur son territoire. Le printemps a une saveur particulière, et surtout avec un printemps comme nous avons cette année, un temps magnifique avec la vue sur les montagnes, sur la neige, sur tout ce patrimoine naturel qui est mis en valeur par la saison de Paysage. Des temps forts dans tous les territoires, et surtout des temps forts orchestrés par
par des gens qui s'impliquent dans Paysage. Les 170 000 personnes, visiteurs, sont aussi souvent des participants à cette belle aventure qu'est Paysage. Pour lancer cette nouvelle édition qui verra 200 événements se tenir de la Matésine au Grésivaudan en passant par la Chartreuse, une première date à Voiron, une ouverture de bal qui prend la forme d'une ascension vertigineuse, celle d'un monument né de la main de l'homme, mais qui fait partie intégrante du paysage. En fait, c'était comme pour moi une façade sauvage. C'est comme si j'arrivais dans un milieu qui n'est absolument pas aseptisé, comme l'espace urbain qui est un milieu aseptisé, et la forêt vierge, la forêt sauvage, voilà, avec des bêtes, des choses qui peuvent nous arriver. Ben là, c'est un petit peu pareil, sauf que bon, il y a simplement un peu des pigeons. Il y a peu de bêtes, j'ai rencontré peu de bêtes à l'intérieur. C'était surtout le rapport à la matière qui était délicat. Si la montée s'est montrée périlleuse et sportive, elle n'est pas une fin en soi. La descente, elle, est plus poétique. Un départ réussi pour une saison de paysage qui court jusqu'au solstice d'été. Paysage, c'est donc jusqu'au 22 juin. Plus de 200 surprises et rendez-vous culturels organisés un petit peu partout sur le département. Et cerise sur le gâteau, 90% des événements sont gratuits. Alors surtout, n'hésitez pas à jeter un œil au dossier consacré à l'événement sur le magazine Isère-Mag ou directement sur le site internet www.paysage-paysage.fr pour planifier vos sorties. Allez, on enfile son short et on saute dans ses baskets, direction Alvar pour la course de la Résistance. Parce que oui, le 8 mai n'est pas seulement un jour férié historique, c'est aussi l'occasion de se dégourdir les jambes. Un événement populaire et festif qui met en lumière des sites emblématiques de la Résistance. Après le Trièves l'an dernier, le département vous donne rendez-vous dans le Grésivaudan avec au choix un trail de 8 ou 30 km, des parcours cyclo ou une rando de 8 ou 14 km. Et pour ceux qui veulent participer en famille, les bambins ne sont pas oubliés avec la course des enfants. Pour s'inscrire, une seule adresse, www.coursedelaresistance.fr. Source de fraîcheur, d'oxygène et de bien-être, la campagne est aussi un jardin idéal pour faire pousser de beaux légumes. À Saint-Alban de la Roche, dans le Nord-Isère, les stars répondent au doux nom de pleurote, champignons de Paris ou encore shiitake, des champignons bichonnés tout au long de l'année par François Berlier. Il est le seul champignoniste en Isère et depuis peu, il est estampillé Is Here, la marque 100% locale qui promeut les bons produits de notre terroir. C'est un petit havre de paix en plein cœur de la campagne bergalienne. Dans ses serres, pas de fleurs ni de courgettes, mais des champignons. 750 mètres carrés de pleurote, shiitake et champignons de Paris, cultivés par François Berlier. À la tête de l'exploitation depuis juillet 2014, il est le seul champignoniste en Isère et l'un des rares à proposer ces 3 variétés. Dans les années 70, il y avait beaucoup plus d'exploitations. Mais avec la concurrence des pays de l'Est, surtout pour le champignon de Paris, beaucoup d'exploitations ont fermé. On a beaucoup plus de difficultés à produire dû au réchauffement climatique, avec les grosses chaleurs qu'on a, les grosses périodes d'anticyclone. Et puis surtout, le champignon, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Le tri, la ramasse, et ça fait très cher, quoi. Donc on n'est pas concurrentiel par rapport aux autres pays. Chaque année, 30 tonnes de champignons sortent des serres de Champigoude, dont 20 tonnes de pleurote. En grappe ou à l'unité, ces produits estampillés Is Here sont cultivés sur des substrats naturels sans aucun produit phytosanitaire, puis ramassés à la main et à chaque variété, ses conditions de production. Donc là, le champignon de Paris, lui, c'est un champignon de couche, donc il est sûr de... Le substrat, c'est du fumier de cheval. Et après, pour qu'il pousse, il faut mettre de la terre de cooptage. La terre de cooptage, c'est ça, là. Donc vous avez des copeaux de bois, de la tourbe et du calcaire. Le pleurote, c'est que sur le substrat, c'est de la paille, pareil, qui est pasteurisé et après qui est ensemencé. Il faut attendre entre 10 et 15 jours. Et après, le dernier champignon qu'on fait, donc le shiitake, lui, la période d'incubation est beaucoup plus longue. Et le substrat, c'est de la paille et du bois. Et l'incubation, c'est entre 3 et 5 semaines. Par contre, il faut beaucoup plus d'humidité. Donc le pleurote, c'est 60% d'humidité avec on va dire entre 10 et 15 degrés, c'est bien. Le shiitake, lui, par contre, c'est 90% d'humidité. Le champignon de Paris, lui, c'est 17 degrés.
Si 70% de la récolte est réservée aux restaurateurs de la région, les 30% restants sont cuisinés en sachet, en soupe ou en pot, puis vendus dans 24 magasins de producteurs. Face à la demande croissante des gourmets, François Berlier espère doubler dans un avenir proche sa production de champignons de Paris. D'autres recettes devraient aussi rejoindre sa gamme de produits transformés, comme des steaks de champignons. Si vous aussi, vous souhaitez sublimer vos plats avec les pleurotes ou les shiitake de François Berlier, allez voir sur son site champigood.fr pour connaître son circuit de distribution. Et puis sachez que le département devrait lancer en juin une marque d'œufs bio et de plein air estampillée Is Here avec les agriculteurs du groupe coopératif La Dauphinoise. Toutes les infos sont à retrouver page 25 du magazine. C'est sur cette note gustative que je vous quitte. Je vais profiter du soleil pour aller me balader un petit peu dans ce magnifique parc du château de Visil. N'hésitez pas bien sûr à jeter un œil au magazine papier Isère Mag qui regorge de bien d'autres idées, initiatives et focus sur notre territoire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures en Isère.